Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Alors donc très rapidement, le projet Égout, donc c'est un projet, ANR, sur, 4 ans, qui a démarré en 2022, qui, se base sur le postulat que l'analyse des matières qui circulent et s'accumulent dans, les eaux usées et les sédiments dans les réseaux d'assainissement apporte des informations pertinentes qui renseignent sur le quotidien des habitants, de leurs pratiques et de leur environnement. Et donc l'objectif de ce projet, à terme, c'est de poser les fondations d'un observatoire pérenne des pratiques en milieu urbain. Donc dans le cadre de ce projet, donc il y a, bien évidemment un volet coordination pour, harmoniser la gestion des données, des échantillons, les liens avec l'ANR, la communication. Il y a un volet spatial. Est-ce qu'il y a des hétérogénéités dans les mesures? Qu'est-ce qu'elles peuvent dire sur les disparités, socio-économiques? Est-ce qu'il y a de nouveaux indicateurs pour la planification urbaine et cetera? Il y a un volet temporel, donc le co-responsable de ce scientifique, Thomas est en ligne, donc c'est pour voir si certains traceurs, on voit des différences entre les mesures en semaine, le week-end ou certaines périodes de l'année. Est-ce qu'il y a, voilà, pour éventuellement mettre des systèmes d'alerte, voilà, pour comprendre la dynamique des polluants et in fine, avoir des outils de prise de décision. Hem Et il y a un volet participatif, dans ce projet. Donc on a l'objectif d'intégrer les citoyens dans la réflexion, les différents acteurs, pour, que les connaissances soient co-construites et donc qu'on réfléchisse ensemble à la perception des égouts et que le choix des indicateurs qui vont être suivis soit, un travail collectif, qui se base sur plusieurs, critères. Voilà, donc c'est un consortium interdisciplinaire. Il y a plusieurs laboratoires de recherche scientifique. Il y a le service public d'assainissement francilien, l'association Sciences, Technologies, Société pour les aspects liens avec, les scolaires et les citoyens, entre autres. Bien évidemment, la ville de Paris, différents services sont partenaires, les citoyens et beaucoup d'autres acteurs et d'autres projets. Voilà, très rapidement, quelques actualités. Donc il y a eu 3 actualités, ces derniers mois, qui sont, importantes. 3 collègues, donc Jérémy le porteur, Camille, de la thésarde et Édouard, un technicien du laboratoire, sont allés visiter les bassins de dessalement. Donc c'était l'occasion de mieux comprendre leur fonctionnement, d'évaluer les possibilités de carottage et de nouer les contacts avec les égoutiers. On a fait un atelier remue-ménage pour réfléchir aux traceurs qui pourraient être suivis dans le cadre du projet. Et puis, la semaine dernière, on a rencontré 2 groupes de citoyens volontaires de la ville de Paris qui vont participer au projet Égout. Voilà, c'est fini de mon côté. Donc, on a un site web. Vous pouvez me contacter par email, vous pouvez suivre le compte Twitter et puis suivre les webinaires. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Anaëlle et je donne la parole à Jérémy pour qu'il la présente. Merci Nada. Donc oui, le séminaire d'Anel s'inscrit dans l'animation du projet Égout où on veut laisser la parole aux participants du projet pour déclarer leur projet de recherche, leur thématique de recherche, leurs résultats. Et puis on veut aussi s'ouvrir à l'extérieur en écoutant des présentations sur des initiatives qui ne sont pas complètement déconnectées de ce que l'on est en train de faire dans le cadre d'Égout. Et donc, la présentation aujourd'hui d'Anaël s'inscrit dans la deuxième partie, c'est-à-dire notre environnement plus ou moins immédiat. Alors là, c'est de l'environnement très immédiat, puisque Anaël, outre qu'elle est une collègue, c'est aussi une amie. Hein, tu ne contredis pas, Anaël? J'espère. On a interagi beaucoup lorsque j'étais à l'Institut des sciences de la Terre d'Orléans. On interagissait aussi avec Thomas à cette époque. On a un parcours qui est un peu similaire. Quoique moi, je l'ai commencé un peu plus tôt, à travailler d'abord sur des sédiments de lacs assez naturels et puis ensuite en évoluant vers des milieux qui sont plus anthropisés. Alors, on a des méthodologies, des approches qui sont assez comparables, mais des questions qui sont un peu différentes. Et je pensais que c'était intéressant d'inviter Anaël
pour nous présenter ses travaux et ce qu'elle fait, entre autres, dans le cadre du service national d'observation, Observille. Elle est pilote de l'un des sites de ce service national d'observation. Donc Anaëlle est maître de conférences à l'Université d'Orléans et rattachée à l'Institut des sciences de la Terre d'Orléans. Et Anaëlle, je te laisse comment on dit, the floor is yours, Ok, merci la beaucoup. parole. Merci Jérémy, bonjour à tous. Alors je vais réussir à partager mon écran, n'est-ce pas? Normalement, ça devrait fonctionner. Si je fais ça, est-ce que c'est bon pour vous? Pardon. Hop là, si je vous baisse, il faut que je vous bascule sur le bon écran. Est-ce que ça marche? Oui, parfait. Ouais, ok, super. Eh ben, merci Jérémy pour cette introduction. Merci Nada pour la connexion et le lancement de la visio. Et puis, bonjour à tous. Je suis ravie de faire un séminaire ou un webinaire dans le cadre de l'ANR que tu pilotes, Jérémy. Et effectivement, comme tu l'as dit, on a des approches un petit peu similaires. Les chiens ne font pas des chats. Et dans l'assistance, je pense qu'on a plusieurs consanguinités même, voire filiations dans certains des jeunes et des moins jeunes qui sont connectés dans l'assistance et qui vont redécouvrir sans doute un certain nombre de choses où voilà, vous n'allez peut-être pas apprendre grand-chose des jeunes, vous qui nous connaissez bien. En tout cas, la proposition, c'était d'effectivement de mettre la lumière sur Obscure. Obscure qui est en fait le nom du site instrumenté qu'on pilote à proximité d'Orléans, qui n'est pas en système urbain 100%, on est plutôt en système périurbain. Et puis, je vous propose de vous montrer un petit peu ce qu'on y fait. On travaille et on a instrumenté ce système depuis 2018 maintenant. Et c'est soutenu très largement par la région Centre-Val de Loire et notamment par l'intermédiaire de deux projets que j'ai pilotés, Mosaïque et puis Transat, qui est encore le projet en cours. Voilà. Alors, si on passe les diapos, dites-moi que ça marche. Ça marchait tout à l'heure. Voilà. Alors, histoire de remettre un petit peu les choses, de les replacer, on va dire, dans le décor, j'ai mis une diapo assez générale, mais les questions qu'on se pose un petit peu qui sont communes, c'est d'essayer d'évaluer la résilience des écosystèmes face aux perturbations d'origine anthropique. Autrement dit, d'essayer de voir, en lien avec les activités humaines, s'il y a des bouleversements dans l'écosystème, si ces écosystèmes ont déjà vécu ce genre de bouleversement et dans quelle mesure la perturbation actuelle est vraiment très importante ou lui donner un petit peu de profondeur et de recul. Autrement dit, on va se situer à peu près là où il y a la petite étoile sur le diagramme, c'est-à-dire à l'interface entre la variation un petit peu naturelle, on met souvent le climat dans ce truc-là, la réponse de l'écosystème terrestre et bien entendu l'effet, ou du moins la connexion qu'on peut faire avec la dynamique des sociétés humaines. Donc, on est typiquement sur une étude des trajectoires de ces écosystèmes et à la frontière entre la recherche fondamentale. Quand on étudie de ces dimanches, je dis souvent à mes étudiants, on raconte les histoires du père Castor, c'est un petit peu ça. Mais finalement, raconter les histoires du père Castor, ça prend du sens si on a aussi un côté un petit peu appliqué pour justement communiquer avec les gestionnaires vis-à-vis des diagnostics qu'on va être capable d'établir. Autrement dit, on est pile en lien et en prise avec des problématiques environnementales actuelles, et notamment la législation européenne via la directive cadre sur l'eau, notamment sur 3 thèmes, la ressource pédologique, l'état écologique des masses d'eau, et bien sûr, dans un dernier temps, quand on prend vraiment du recul sur le cycle des éléments, et en particulier le cycle du carbone et le cycle de l'azote. Alors, ceci étant dit, je voudrais replacer un petit peu les choses vis-à-vis du bon état écologique à l'échelle nationale. Le bon état écologique des masses d'eau, bon, il était à atteindre en 2015. On est tellement doué qu'on l'a repoussé à 2027. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a à peu près 40% des masses d'eau qui sont en bon état écologique, ce qui veut dire qu'il en reste presque 60% qui ne sont pas dans un super état. Et quand on regarde à l'échelle du bassin Loire-Bretagne, Orléans est dans le bassin Loire-Bretagne, on va réduire cette quantité de bon état écologique des masses d'eau à uniquement 30%. Ce qui est paru récemment par une publication de Boulard et collaborateurs en 2020, c'est que les hydrosystèmes les plus sensibles, ce sont ceux de petite taille et qui sont en plus soumis à des rejets d'origine anthropique, typiquement à des rejets type station d'épuration.
Autrement dit, c'est cela qu'il faut un petit peu surveiller comme le lait sur le feu quand on veut comprendre un petit peu l'état de santé de ces systèmes hydrologiques. Ces systèmes hydrologiques qui nous intéressent aussi, et c'est dans cette dynamique-là un petit peu qu'on est, à l'échelle du bassin versant, donc c'est le bloc diagramme que vous avez représenté sur la diapositive. Pourquoi? Parce qu'on va s'intéresser particulièrement aux petites flèches blanches qui sont sur ce diagramme. Ces bassins versants, ils transportent et ils archivent des éléments chimiques et des particules, et ces particules sont elles-mêmes considérées comme des contaminants à part entière par la directive cadre sur l'eau. Autrement dit, quand on s'intéresse à ces flèches, on s'intéresse à la dégradation des milieux aquatiques d'une part, mais aussi à l'érosion, c'est-à-dire le moteur qui va permettre à ces flèches de s'activer, donc les chemins de transfert de la matière à l'échelle de ces bassins versants. Et si on n'était pas convaincu par ça, on peut toujours regarder l'image de l'estuaire de la Loire, où on voit bien qu'au niveau de cet estuaire, il n'y a pas que de l'eau qui arrive là, mais on voit bien le nuage assez turbide qui arrive. Autrement dit, ces particules arrivent jusque-là. Et l'idée, c'est de faire le lien entre ces particules et possiblement les contaminants qu'elles vont véhiculer. Donc, si on zoome un petit peu sur ce bloc diagramme, les trois volets un petit peu qui m'animent dans ma recherche et que je vais vous présenter par la suite, c'est de s'intéresser à ces flèches, au transfert hydrosédimentaire sur l'actuel. Des flèches qui vont circuler et qui vont croiser sur leur chemin un certain nombre d'activités. C'est les petites étoiles rouges qui sont représentées sur le bloc diagramme. Ça peut être une ville, ça peut être une industrie, ça peut être des zones humides, des prairies et des forêts. Il n'y a pas que du sale dans ces bassins versants. Mais en tout cas, toutes ces petites étoiles ont possiblement une signature géochimique qui va, elle, être différente et qui nous permet donc de connaître leur parcours et leur trajet. Et puis enfin, on va aussi chercher à évaluer l'état de l'hydrosystème. Autrement dit, ces flèches, à un moment donné, sont collectées dans les rivières. Elles sont collectées aussi dans des réceptacles, des bassins. Chez moi, j'appelle ça des étangs. On appelle ça des bassins de rétention dans la ville de Paris. Mais on cherche aussi à évaluer la profondeur un petit peu historique de ces signaux pour justement prendre le recul nécessaire. Alors, Obscur est né de ça, c'est-à-dire qu'on a fini par le mettre en lumière. Et depuis 2018, on instrumente un petit bassin versant. Vous allez en voir une vue un petit peu plus scientifique sur la diapositive d'après. Mais on va d'abord regarder ce petit sketch-là. L'idée, c'est d'aller instrumenter ce bassin versant qui est petit. Alors, il fait 8 km² et il est périurbain. C'est-à-dire qu'on a un système qui va être soumis à un gradient d'anthropisation tel que représenté sur le diagramme. C'est-à-dire que sur l'amont, on va avoir la forêt d'Orléans. Elle n'a rien de naturel, chaque arbre a été planté, mais voilà, c'est le côté le plus naturel de notre système. Et puis, quand on va se diriger vers la Loire et aller vers l'aval, on va croiser un certain nombre de pressions anthropiques, de rejets de stations d'épuration d'une part, la pharmacie générale des armées de Chanteau et un hôpital psychiatrique. Et puis vers l'aval, des quartiers résidentiels, des industries, un dépôt pétrolier. Et bien sûr, pour être un bon bassin versant, entre guillemets, il faut être muni d'un réceptacle sédimentaire, c'est-à-dire une bassine qui peut accueillir et collecter du sédiment pour autoriser une lecture diachronique des choses. Donc, ce petit bassin versant, voilà, on a 22 stations de suivi géochimique sur lesquelles on va retourner plusieurs fois par an. On a 3 stations qui sont instrumentées avec des capteurs qui travaillent en moyenne toutes les 3 minutes à peu près. C'est plus efficace que nous et plus efficace que les étudiants, n'est-ce pas? Et puis, l'occupation des sols, c'est à peu près 70% de forêt, 7% de vergers et 12% de résidentiels et 4% d'industriels, actuellement en tout cas. Et puis, comme je vous le disais, les 2 stations d'épuration qui se rejettent, vous avez la pharmacie générale des armées qui est là et l'hôpital psychiatrique là, et l'étang de la Belie, sur lequel on va revenir. Voilà comment c'est fait. Les Goutiers, ce n'est pas la Loire, ce n'est pas la Seine, c'est juste ce petit cours d'eau-là qui fait à peu près 1,50 m de large. Puis ici, vous avez une photographie de la station 1 qui est là, qui est instrumentée à proximité de l'hôpital psychiatrique. Et puis les capteurs avec une télétransmission d'un certain nombre de données pour suivre en temps réel ce qui se passe. Donc, on a ce couplage, temps long d'un côté, temps court de l'autre, l'étang de la Belie d'un côté, avec, vous allez le voir, 250 ans d'histoire, et le temps court, c'est-à-dire aujourd'hui, notre cours d'eau égoutier, notre rue égoutier, comment est-ce qu'il fonctionne en termes de dynamique hydrologique, en termes de physico-chimie des eaux, de chimie bien sûr des sédiments, et bien entendu de teneur en contaminants.
Alors, une fois n'est pas coutume, comme dirait Thomas, on va commencer par le volet historique, c'est-à-dire que je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a fait sur les 250 dernières années. Vous avez une représentation cartographique de l'étang de la Beulie, un étang sur lequel on va travailler au niveau des sédiments d'interface. C'est les petits points blancs qui sont répartis et on en a rajouté une trentaine cette année. Et puis, on a aussi prélevé des carottes avec les bras musclés de quelqu'un que certains d'entre vous reconnaîtront. Et notamment, on a étudié la carotte qui est la plus à l'aval, c'est la petite étoile qui est représentée sur le diagramme. L'idée, c'est bien sûr de se dire, est-ce que dans ces carottages, j'ai vraiment l'empreinte du changement? Vous voyez qu'en fonction des carottes qu'on va avoir sous les yeux, ce n'est pas toujours aussi clair que ce qu'on aimerait. Et on a de la chance, quand on est à Semois, quand on est à proximité d'Orléans, la transition est particulièrement nette. Et on l'a daté en 1845, c'est le début des unités beaucoup plus organiques sur lesquelles on va pouvoir raconter un petit peu d'histoire. En vrai, quand on regarde ce sédiment dans sa totalité, on peut raconter l'histoire depuis les années 1770. Et on a une version très, très dilatée en fait, de l'histoire des 70 dernières années, à peu près sur 80 cm d'épaisseur dans cet étang. Donc, on a mesuré un certain nombre de paramètres là-dessus, et l'idée, c'était de se dire qu'est-ce qu'on est capable de reconstituer et est-ce qu'on a une archive qui est vraiment le reflet de l'histoire de notre bassin versant. On peut aller chercher différents traceurs, c'est visiblement dans les actualités, là, vous avez un petit peu discuté de ça à l'échelle du projet. On a commencé par des traceurs assez classiques, c'est-à-dire qu'on n'est pas allé chercher les contaminants en premier. On a mis un petit peu de sédiments sous le microscope et puis on a regardé des traceurs d'occupation des sols. Vous avez des petites photographies de la tête que peuvent prendre ces particules. Et je ne vais pas du tout rentrer dans le détail, mais sachez qu'on peut calculer des rapports qui permettent d'avoir une image de l'occupation des sols de ce bassin versant, plutôt vers des milieux ouverts, donc plutôt vers des prairies, ou vers des milieux plutôt fermés, des milieux sous couvert forestier. Si on s'amuse à faire ça dans les carottages qu'on a fait, vous voyez qu'on est capable, en fonction des années, c'est ce qu'on a en ordonnée ici, depuis 1770 jusqu'à l'actuel, de reconstituer une évolution dans le couvert du paysage, depuis des systèmes plutôt fermés vers des milieux plutôt plus ouverts, on va le dire comme ça. Et on a 3 tendances générales qui se découpent, de 1750 jusqu'en 1950, avec quelque chose qui va vers une ouverture progressive. Entre les années 50 et les années 2000, là, c'est vraiment une forte augmentation d'ouverture du milieu. Et puis, depuis les années 2000, on a une espèce de retour vers une situation qui a été connue, on va dire, au cours du 19e siècle. Bien sûr, ça pose plein de questions. Quels sont les moteurs de ces modifications? Est-ce que c'est vraiment des modifications ou est-ce que c'est le sédiment qui n'archive pas très, très bien les choses? Ça pose plein de questions. Alors, on a de la chance puisque à l'époque, Camille était en stage de Master 2 et on a pu la garder un petit peu plus longtemps et elle nous a aidés via cartographie, le même genre de cartographie qu'elle peut faire dans sa thèse dans le cadre de l'ANR de Jérémy, à reconstituer l'évolution de la mosaïque d'occupation des sols du bassin versant depuis les années 50 avec des cartes historiques, notamment ici la carte de Cassini, jusqu'à aujourd'hui avec un traitement d'un certain nombre de photographies aériennes. Ce qui permet d'avoir une reconstitution de cette mosaïque. Il y avait un des projets qui s'appelait Mosaïque, vous comprenez maintenant pourquoi, de l'évolution un petit peu de l'emprise. Et on peut calculer des surfaces d'artificialisation, des rapports bien sûr ouverture-fermée, etc., etc. Et puis en parallèle de cette approche cartographique, on va aussi chercher la biblio, on lit beaucoup. Et Camille avait aussi travaillé sur justement les dates de mise en circulation de certaines molécules sur le marché, en parallèle de ce que nous apprenait le sédiment et de la temporalité de ce sédiment. Si on met un petit peu tout ça en musique, voilà ce que ça donne. Vous retrouvez la courbe de tout à l'heure, la lecture du sédiment. Et puis, sur la partie droite de l'écran, vous avez l'approche SIG. Et quand on confronte, on voit que les courbes ont sensiblement les mêmes points d'inflexion et puis aussi les mêmes tendances, c'est-à-dire que les ouvertures du milieu qu'on avait, nous, détectées sont a priori réelles, liées notamment à l'urbanisation entre les années 50 et les années 2000, et puis l'évolution assez récente du système, cette espèce de retour à la case départ, n'est pas vraiment liée à une fin d'urbanisation, mais plutôt à une stabilisation et à un retour, par contre, aux espaces verts.
Autrement dit, on a un sédiment qui, a priori, enregistre bien et enregistre correctement dans sa mise en place, dans sa temporalité, l'évolution du bassin versant. Donc, on est allé regarder un petit peu les contaminants. C'est le stage de Camille, en collaboration avec Thomas, bien sûr, où là, on a reconstitué depuis les années 1970 les teneurs en contaminants. Plus c'est bleu, plus c'est concentré. Des contaminants de type plutôt métallique, on va retrouver notamment le cuivre et le zinc, et puis des contaminants organiques, des pesticides d'un côté, puis des produits pharmaceutiques de l'autre. Ça nous permet de voir au cours du temps un petit peu un espèce de relais. On voit les métaux qui sont particulièrement concentrés autour des années 85 et 2000. Et puis un relais des pesticides là, qui arrivent un petit peu plus sur le tard dans notre pile de sédiments. On identifie aussi des années un petit peu exceptionnelles, 2010 par exemple. Et c'est des années qui, bien sûr, nous posent question. Mais qu'est-ce qui s'est passé en 2010 ? Est-ce qu'on a une dynamique de sédiments un petit peu différente ? Donc, on est actuellement en train de travailler là-dessus pour compléter les trous qu'on a dans la raquette, si je peux le dire comme ça, et voir un petit peu ce qu'on peut faire. Alors, pour compléter ça, on a deux possibilités. L'une d'entre elles, c'est d'aller voir la zone humide qui est juste en amont de l'étang de la Belie. Et vous voyez que c'est tout récent, ça date de septembre dernier. Donc, on est allé prélever des carottes dans ce qu'on appelle, nous, en local, la mangrove. Donc, ces carottes, vous les avez photographiées ici. Et puis, on commence à analyser les teneurs en contaminants qu'il y a dedans. Ici, vous avez, par exemple, le profil du cuivre mesuré dans cette carotte M4. Et vu la tête du profil, ça paraît un petit peu intéressant, en tout cas, d'aller regarder ce qui se passe ici. C'est une des premières pistes. Et du coup, tout ça, ça nous pose un petit peu des questions, de savoir à quel point cet enregistrement sédimentaire, c'est vraiment un bon reflet des transferts. Vous voyez qu'on est en train de changer de zone humide, d'aller en amont un petit peu pour compléter le truc. Et une des pistes aussi, la deuxième piste, c'est d'aller sur l'actuel et de suivre ces flux sur l'actuel. Donc, pour ça, on fait du terrain. On regarde un petit peu comment est-ce qu'il répond, notre hydrosystème. On va suivre la pluie, on va décrire le cours d'eau, on va faire un certain nombre de prélèvements. Sur le cours d'eau en tant que tel, on essaie notamment de comprendre un petit peu sa dynamique, sa réponse hydrologique. Ça passe par des capteurs d'une part, mais ça passe aussi par des mesures en direct. Ici, on essaye par exemple de constituer ce qu'on appelle les courbes de tarage pour relier la hauteur d'eau du cours d'eau avec un débit, c'est-à-dire un volume d'eau qui va passer par unité de temps. Ça nous permet, quand on a un capteur qui mesure toutes les 3 minutes, d'avoir en fait non plus une hauteur d'eau mesurée, mais vraiment un volume, et d'identifier, vous voyez, ce qui va sortir de la courbe en vert ici, qui est la ligne de base, des crues, des dynamiques de crues, des crues qu'on dit exceptionnelles, qui vont permettre le transfert de particules. On cherche à savoir si ce transfert se fait uniquement lors des crues ou pas. Et c'est vraiment au programme du printemps là, qui va arriver ce volet-là. Pour aussi comprendre ce transfert de particules, il ne s'agit pas que de mettre des capteurs, mais il faut aussi arriver à les collecter, ces particules. Et pour ça, on a développé des pièges à sédiments qui sont un petit peu différents que ceux qui sont couramment utilisés dans la bibliographie. Des pièges à sédiments qu'on appelle des JACO et qui sont, vous voyez, des tubes en plastique. L'idée, c'était de concevoir un système modulable, facile à mettre en œuvre et surtout low cost. Donc, c'est un tube avec différents tamis à l'intérieur qui collectent du sédiment, pas que chez nous, on l'installe un petit peu partout dès qu'on peut. Et pour vérifier la validité, la représentativité de cet échantillon et de l'échantillonnage qui est fait, on a mis en place deux façons de faire. Une première façon qui est d'avoir une lecture numérique des écoulements dans ce piège. Donc là, vous avez une vue en fait des lignes de cours d'eau. Ça va passer son temps à essayer d'éviter le piège, mais il y en a quand même qui rentrent un petit peu. En tout cas, on regarde un petit peu sa réponse. Et puis, dans un deuxième temps, bien sûr, on caractérise les matières en suspension qui sont prélevées. Donc, vous voyez qu'on prélève sans aucun souci des matières en suspension avec ce système. Et on est en train un petit peu de travailler aussi à cette représentativité. Ça nous permet, ces pièges, de voir un petit peu sur notre bassin versant l'effet de l'étang d'une part et l'effet de l'artificialisation d'autre part. Vous avez ici ce découpage en 3 petites unités de notre système. Et puis, bien sûr, on peut s'amuser à comparer la saisonnalité, par exemple, des prélèvements qu'on va faire. De façon très rapide, pour vous montrer un petit peu que ça peut donner des choses,
Par exemple, si on est en hiver, entre nos 2 stations d'amont, là, vous avez les petites étoiles noires qui sont là, on se rend compte qu'en fait, l'étang n'a pas grand effet en hiver. On a le même genre de masse en fait qui va passer, puis le même genre de cortège granulométrique aussi qui va passer. Et nous, ça nous apprend un certain nombre de choses sur le fonctionnement de ce bassin, qui est assez limité l'hiver. Ça veut dire que s'il y a des crues, en fait, c'est plutôt un gros nuage qui va arriver dans le bassin et puis qui va passer au travers de ce bassin sans vraiment être arrêté. Par contre, ce qu'on constate, c'est qu'on a un gros effet sur l'artificialisation du bassin versant. Vous voyez que quand on est complètement à l'aval, on n'a pas du tout le même type de camembert, on a un petit peu moins de matière, et puis on a surtout une phase grossière qui arrive dans le système. Et là, ça pose un petit peu la question de la dynamique, d'où vient cette matière? Est-ce que c'est les sols qui répondent de façon différente? Est-ce que c'est la dynamique qui est dans l'érosion qui est différente? Ça nous a posé un certain nombre de questions. L'été, au contraire, on a des cortèges qui sont un petit peu différents. On a des masses aussi qui sont un petit peu différentes au niveau de l'étang. Et là, encore une fois, ça nous montrerait que l'étang a un petit peu plus d'effet, en fait, l'été, ce qu'on peut mettre en lien peut-être avec la température et puis avec des crues qui ne vont pas du tout avoir la même dynamique. Ce ne sera plus un nuage qui va se diffuser, mais plutôt quelque chose qui va venir tapisser le fond de l'étang. Et puis, quand on regarde à l'aval, dans la partie la plus artificialisée, vous voyez que là, on a presque changé d'un ordre de grandeur, si je peux le dire comme ça, les quantités qui sont transportées. Et encore une fois, on a des grossières qui sont assez dominantes dans la fraction granulométrique. Donc, ça pose encore tout un tas de questions. Alors, on a eu de la chance parce que pour travailler là-dessus, pour avancer là-dessus, on a eu l'aide de Gauthier, qui fait partie du projet ANR-EGO. Vous aurez compris que Jérémy me siphonne tous mes étudiants les uns après les autres. Peut-être qu'ils ne sont pas si mal formés que ça, du coup. On avait, nous, travaillé sur les sols avec la jeune femme que j'avais eue en thèse il y a quelques temps. Et on avait identifié des signatures un petit peu différentes de ces sols entre les horizons qui sont en surface et puis ceux qui vont être plutôt en profondeur. Et grâce à Gauthier, on sait maintenant Gauthier a travaillé sur les matières en suspension. Vous retrouvez un petit peu les éléments chimiques que nous, on a quantifiés dans les sols. Et vous voyez que les graphiques sont assez différents entre la partie amont et la partie aval, ce qui va dans le sens des petits camemberts qu'on a vus tout à l'heure. Et ce qu'on a mis en évidence ici, c'est qu'on avait une espèce de rupture entre l'amont et l'aval dans le transport de sédiments et qu'on avait aussi une rupture dans la signature géochimique de ces matières en suspension. À l'amont, on a plutôt une érosion qui est diffuse, donc qui va remobiliser les horizons de surface, tandis qu'à l'aval, dans les milieux qui sont les plus artificialisés, on va plutôt inciser et aller chercher les horizons les plus profonds, ce qui répond en partie aux questions qu'on avait. Ça, c'est sur le volet géochimie globale, mais Gauthier, avec l'aide précieuse de Thomas, a aussi travaillé, quand la machine a bien voulu, sur les contaminants, notamment les contaminants d'origine pharmaceutique. Le volet plutôt aqueux, je dirais que c'est plutôt le travail de Thomas, où on voit les teneurs, par exemple, si on prend la carbamazépine, qui vont être mesurées sur différents intervalles de temps à différents endroits, et on voit l'effet notable de la station d'épuration de l'hôpital psychiatrique, et puis un léger effet d'atténuation vers l'aval du système, d'accord ? Mais on a quand même des comportements qui vont être contrastés vis-à-vis des molécules et de leur persistance dans le milieu. Et puis, bien sûr, ça a été comparé avec ce qu'on était capable de faire dans les matières en suspension et dans les sédiments de l'étang. Et vous voyez, en amont, très peu une teneur assez faible, en fait, en contaminants, tramadol et carbamazépine ici pour le graphique. Vous voyez, on voit que le hotspot, entre guillemets, de contamination est bel et bien dans l'étang. Et puis aussi un effet d'atténuation, mais l'étang ne retient pas tout, il y en a quand même qui passent à l'aval, et donc jusqu'à l'exutoire. Donc, on commence à avoir des briques qui nous permettent de comprendre cette dynamique à l'échelle du bassin versant entre le fonctionnement un petit peu naturel, le bruit de fond, mais aussi le transfert d'éléments et le transfert de contaminants. Bien sûr, la question qui se pose maintenant, c'est de savoir quelles sont les phases porteuses de ces contaminants. Et pour ça, on peut se donner rendez-vous dans 3 ans. C'est-à-dire qu'on a en thèse maintenant une jeune femme qui s'appelle Amélie Humbrecht. Et donc, la thèse d'Amélie, c'est vraiment de regarder cette distribution des contaminants, des pharmaceutiques et des métalliques, dans les différentes matrices, sur le bassin versant de l'égoutier, en ayant une lecture de terrain telle qu'on l'a depuis un certain nombre d'années, mais aussi une approche plutôt laboratoire,
avec cette fois une côté expérimentale. Voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous remercie pour votre attention et je remercie encore grandement Jérémy et Nada pour l'accueil. Merci à Anaëlle. Nada, si je peux prendre la parole 2 secondes. Ouais, il y a évidemment des points communs, des héritages dans ces travaux. Tu as parlé de filiation, il y a presque même une dynastie. Et en cette période un peu particulière, j'ai bien entendu une pensée pour Christian. Nada, je te laisse gérer les questions, si tu l'acceptes. Oui, bien sûr, ouais. Donc, voilà, merci beaucoup à Anaëlle, c'était super intéressant. Est-ce que quelqu'un aurait une question? Ou est-ce que, peut-être Thomas, si tu as des remarques sur les parallèles qui pourraient être faits dans le cadre du projet Égout? On t'entend pas. On t'entend pas, Thomas. Ça doit être mieux comme ça. C'est un projet que je connais assez bien, Transat, oui. Des parallèles, oui, c'est-à-dire que finalement, bien que ça paraisse assez loin parce qu'on travaille sur un site périurbain, où en fait là, l'eau usée, nous, c'est une source de contamination. Dans le cadre d'égouts, c'est la matrice eau usée en tant que telle qui va nous intéresser, brute, alors que là, on travaille sur de l'eau usée traitée. Donc, il y a des parallèles dans l'approche, notamment quantification des flux, où nous, ce qui nous intéresse, c'est pas la concentration, c'est essayer de raisonner à l'échelle de quantité. Donc ça, c'est vraiment une approche conjointe entre les deux projets. Après, on a quand même deux visions différentes, où dans le projet Transat, c'est bien une dynamique aval qui nous intéresse, de contamination des milieux, alors que sur Égout, cette contamination, elle est un peu secondaire, et finalement, ce qui nous intéresse, c'est l'amont, ce qu'utilisent les gens. Donc, par exemple, sur le projet Transat, on a souvent eu des remarques sur le fait qu'il fallait qu'on se rapproche de l'hôpital psychiatrique pour savoir ce que prenaient les patients. D'une certaine manière, c'est assez secondaire dans le cadre du projet Transat, alors qu'en effet, à l'inverse, dans Égout, c'est vraiment ça qui vient nous intéresser, quoi. Donc, à la fois, il y a des liens forts dans l'approche, et puis, malgré tout, des problématiques qui sont, à mon sens, différentes. Merci Thomas. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions? Alors, Jérémy. Ouais, je connais bien le coin parce que c'est mon coin à champignons, mais je ne le dis pas trop fort. Mais je me pose la question, tu as montré quand même dans les temps de l'Abelie, c'est là où il y avait quasiment les niveaux de médicaments qui étaient les plus élevés. Est-ce que vous avez des hypothèses sur les raisons qui amènent à ça? Est-ce que c'est les hôpitaux en amont, l'hôpital en amont ou la pharmacie de l'armée? Est-ce que ça pourrait être une contamination ponctuelle par la fréquentation des rives de l'étang? J'aurais tendance à dire que c'est plutôt l'hôpital psychiatrique. Thomas, quand il installe ces POCIS et ces silicones, là, il est où, Thomas? Je regarde la caméra parce que tu vas me corriger si je me lourde, mais on en met en amont de l'HP, donc en aval de la pharmacie générale des armées. Au niveau de l'HP, et puis après, voilà, sur nos différentes stations, et on voit rien de particulier qui vraiment sort de la pharmacie générale des armées, quoi. C'est pas 0-0, mais comparé à ce qui va sortir de l'HP, c'est quand même autre chose, quoi. Après, c'est pas exactement les mêmes molécules non plus qui vont sortir de l'un et de l'autre. Donc voilà. En tout cas, ce qui arrive jusqu'à l'étang, moi, je ne crois pas à une contamination ponctuelle, tu vois, des bordures du mec qui s'enfile son truc à côté de l'étang de l'Abelie parce que c'était sympa de se poser là, et voilà. Je pense vraiment que c'est la steppe qui relargue vu les quantités qui sont envoyées. Voilà. Après, l'autre question, c'est de s'intéresser au côté spatial, en fait, des choses. Et dans l'étang, par quoi c'est porté, quoi. Gauthier s'est un petit peu arraché le nez là-dessus pendant son stage, d'essayer de se dire qu'est-ce qu'ils font avec 15 échantillons dans le truc. Je ne comprends pas bien comment ça marche cet étang. Et en vrai, je pense que le pire, la zone la plus contaminée, la plus concentrée, c'est pas l'étang de l'Abelie, c'est la mangrove qu'il y a en amont.
À mon avis, le filtre, il est là, tu vois. On a vraiment, quand je vois la tête du profil de cuivre mesuré, enfin semi-quantifié par XRF, récemment, ça interpelle quand même pas mal. On a exactement la même séquençage sédimentaire que dans la Belie. On a un bon 80 cm de sédiment qui est là. Il y a un gradient à mont-aval, mais genre un gros delta qui arrive, quoi. Donc pour moi, la première zone de décantation et la première zone de sédimentation est celle qui est sans doute la plus contaminée. Elle est là. Thomas, peut-être c'est mieux que tu complètes. Non, mais ce qui est intéressant sur cette mangrove, c'est qu'on va avoir des mécanismes redox qui vont jouer là où dans les temps, c'est moins le cas. Donc, d'un point de vue processus, là, pour le coup, la mangrove, c'est très organique en effet. Et puis, il y a des dénoiements réguliers. Donc ça, c'est un premier point. Et ce qui est vrai que donc, je pense que Gildas pourra nous aider là-dessus parce que mine de rien, ça amène une complexité forte. Et puis le deuxième point, c'était peut-être pour revenir au début. En effet, la première station de prélèvement Jaco, elle est située en amont du rejet de l'hôpital psychiatrique. Et la pharmacie générale des armées a un signal de station d'épuration que je vais appeler classique, c'est-à-dire plutôt analgésique, pas trop de psychotropes, quoi, en gros. Là où l'HP, évidemment, en fait, on a un double problème sur l'hôpital psychiatrique, c'est que la station d'épuration fonctionne très mal. J'étais sur le terrain il y a 15 jours et j'ai retrouvé des grains de maïs à la sortie. Donc, je veux dire, typiquement, théoriquement, c'est compliqué, quoi. Enfin, je veux dire, on est quand même censé retirer le particulaire et pour moi, un grain de maïs, c'est pas du particulaire. Et donc, on a un signe, donc à la fois une médication particulière et puis une station d'épuration qui est complètement inopérante et qui va d'ailleurs être changée. Donc, ça, ce sera sans doute un autre intérêt dans le futur, hein. Mais donc, ouais, clairement, c'est ce signal-là. Et donc, le signal d'enregistrement dans la Belie, dans la figure d'Anaël, c'était clairement la charge des MES du fait de cette contamination ponctuelle forte, quoi. Jérémy, à toi la parole. Ouais, je ne veux pas monopoliser, mais j'en profite quand même, bien qu'on ait d'autres occasions de se croiser. Mais là, j'en profite quand même sur ces questions de contamination. La Belie pourrait presque avoir un rôle épuratoire, mais vous soulevez quand même des problèmes d'épuration en amont. Et je profite de la présence, entre autres, d'Inès Achour pour vous poser la question de vos relations avec les pouvoirs publics, avec les structures qui sont autour. Quels sont les modes de discussion, d'interaction? Comment vous fonctionnez? Peut-être qu'on fonctionne mal. En tout cas, moi, je suis juste en interaction avec la mairie de Semois, qui est donc propriétaire de l'étang de la Belie, pour les tenir informés du projet, de ce qu'on trouve, etc., etc. Par contre, j'ai été contactée pas plus tard que la semaine dernière par Orléans Métropole, qui veut réhabiliter les berges des petits cours d'eau affluents de la Loire. Donc, les Goutiers fait partie du truc. Et en fait, il se trouve que le responsable du service qui m'a contacté n'est autre qu'un ancien de chez nous, un ancien étudiant de Christian, qui s'appelle Maxime Tourne, que j'ai croisé quand j'étais en thèse à l'époque, et qui, quand il a cherché un petit peu ce qu'il pouvait faire sur les Goutiers, qu'il a contacté le maire de Semois. C'est là aussi où peut-être, pour nous, notre relais en local, il est important. Il s'est souvenu du nom et donc voilà. Donc on a une réunion en janvier en fait, peut-être pour voir. Ils ne veulent pas, heureusement, réaménager encore les berges de l'égoutier dans la partie amont, hein, parce qu'on ne travaille pas jusqu'à la Loire. Ils veulent s'intéresser et centrer leur effort pour l'instant sur la partie à l'aval de là où on travaille, parce que c'est là aussi où il y a des réseaux, il y a des fuites du réseau d'eau usée. Donc, ça fout un peu le bazar dans leur truc. Par contre, ils sont intéressés par le suivi qu'on fait pour l'amont, quoi. Donc, peut-être que là, on va plus interagir, mais on n'interagit pas plus que ça. Thomas soulevait pour l'histoire de la station d'épuration le fait qu'elle va être réhabilitée courant 2023 au niveau de l'hôpital psychiatrique. Et donc là, ils sont en train de démarcher les sociétés qui vont mettre en place le chantier, maintenant qu'ils ont le financement. Et en ayant vu M. Alphonse, le responsable du chantier à l'HP, il y a moins d'un mois, donc il m'a dit, une fois qu'on aura la société, on vous laissera accès à tout le dossier de réhabilitation qu'on veut mettre en place. Et comme disait Thomas, je pense que ça va nous servir dans le futur, en fait, pour lancer, peut-être pas un Transat 2, mais continuer, en fait, ce qu'on fait et peut-être aller jusqu'à ce fonctionnement de la STEP et son effet ou son réel rôle épuratoire, on va dire,
avant son rejet, quoi. Mais pour l'instant, à part le maire, on agit bien moins, en tout cas, on échange bien moins que toi dans le cadre de ton projet, quoi. Merci Anaëlle. Donc, je donne la parole à Élodie et j'en profite juste rapidement pour remercier Guillaume, Conrad et Graciane, Catherine qui sont présents, qui ont rejoint le projet, qui ont exprimé leur intérêt. Voilà, merci à vous deux. On peut vous donner la parole à la fin si vous voulez. Merci. Et donc, Oui, Élodie. merci. Donc moi, je suis Élodie, je suis une collègue de Thomas, mais sur Paris cette fois-ci. J'ai trouvé ça très, très intéressant. Ça m'a fait penser à des parallèles que Thomas pourra sur l'Orge, mais à beaucoup plus grande échelle du coup. Mais sur certains aspects, j'ai été aussi intriguée par votre système de prélèvement pour le GASCO, pour les particules que je connaissais pas, mais qui, voilà, je vais le garder peut-être en tête à un moment donné. Et, je en discuterai avec Thomas peut-être. Ouais, il n'y a pas de souci. J'avais une question justement en lien avec ce que tu disais, Thomas, avec les apports de cet hôpital psychiatrique et ce mauvais fonctionnement. Est-ce qu'il y a eu des analyses microbiologiques qui ont été faites? Parce que du coup, si ça passe en chimie, ça doit bien passer aussi en microbio. Et c'était juste une question qui m'est venue en vous écoutant. C'est pas du tout un volet sur lequel on a travaillé. Mais ça fait pas le côté biote et biologie et microbio et bactéries, etc. Ce serait vraiment très chouette de pouvoir le développer, mais pour l'instant, on ne l'a pas fait. D'accord. Mais on est ouvert, au contraire. Oui. Mais l'idée aussi de ces sites qui sont labellisés en veux-tu, en voilà, hein, c'est pas pour se mettre une guirlande de médailles sur les épaules, mais c'est justement, l'idée, c'est de les maintenir et qu'ils puissent servir de support à toute autre équipe, en fait. Voilà. Oui, j'ai été impressionnée par toutes les mesures, les points de mesure qui sont faites, et c'est un très, très beau site, en effet. Donc, c'est gentil, merci. Mais voilà, c'est vraiment, il faut avoir en tête qu'on peut héberger, entre guillemets, n'importe qui, au contraire, y compris si c'est pour reprendre de la donnée qui a été acquise dans les années précédentes. La base de données est en train de se mettre en place, donc ça deviendra accessible aussi et ouvert, bien entendu. Mais il ne faut vraiment pas hésiter. L'idée de ces sites labellisés, c'est pas que ce soit chercheur centré ou le gars qui a la casquette en cours. C'est vraiment qu'on puisse au contraire venir. L'interdisciplinarité, elle doit aussi naître de ça. Et pas que de mon prisme à moi, mais au contraire de se nourrir du prisme des autres. Donc, il ne faut pas hésiter. D'accord, merci. Jérémy. Ouais, je continue d'en profiter. On va avoir des problématiques d'échantillonnage dans le cadre du projet égout. Bon, sur les eaux, je pense qu'il n'y a pas de problème, puis Thomas est suffisamment rompu à l'exercice. Sur les sédiments, on a nos systèmes de carottage, on a l'expérience de la chambre à sable d'Orléans, on a la connaissance avec la visite qu'on a montrée par Nada, on a la connaissance des bassins de décantation, et on devrait pouvoir travailler. On envisage, et je profite de la présence de Guillaume Conrad, on envisage aussi de prélever dans des tapis de graisse, dans des fatbergs, qui seraient des archives. Oui, je suis désolé, mais qui seraient sans doute des archives un peu originales. Mais on est, et je le répète, et Camille, je vois son grand sourire, aussi très intéressé par les jacos pour pouvoir faire des échantillonnages dans les égouts. Je vois la tête de Thomas et je me pose aussi la question de la faisabilité de la mise en place de ces systèmes dans le réseau d'assainissement de la ville de Paris. Ça me semble pas immédiat. Je ne vois pas où on pourrait les passer. Thomas, ouais. Non, mais au-delà de l'aspect faisabilité, je pense que si tu veux prélever du biofilm, c'est ce qu'il faut utiliser, quoi. Mais on reste dans des eaux usées brutes, quoi. Et enfin, c'est pas impossible, hein, mais il faudra pas les laisser trop longtemps parce que sinon, pour les remonter, on va avoir les mains qui glissent, hein. Il faut avoir l'estomac accroché, je pense, hein, parce que si tu te souviens des premiers carottages de la chambre à sable. Ouais, de toute façon, ça va se remplir vite, mais je ne vois pas où on pourrait les positionner dans le réseau d'assainissement. Guillaume, vous avez des idées?
Non, non, pas pour l'instant. Bonjour à tous. Donc, Guillaume, moi, je me présente brièvement. Je suis responsable de la permanence des égouts de la ville de Paris. Et oui, je suis tombé sur le projet égout qui m'a fortement intéressé d'un point de vue technique. Et voilà, c'était intéressant. Et donc, voilà, je me suis immiscé un peu dans vos réunions et vos présentations fort intéressantes pour un suivi. Non, après, oui, un support. Nous, on peut surtout vous apporter un support technique et peut-être aussi géographique, où on connaît plus particulièrement le réseau. Après, il faudrait voir exactement ce que vous souhaitez au niveau des prélèvements et, savoir la faisabilité. Après, faut échanger. Après, pour la Grèce, ça, vous inquiétez pas, ça, on a énormément d'endroits avec de la Grèce connue et surtout des endroits avec de la Grèce assez ancienne, si vous voulez faire de la temporalité ou si c'est de l'instant présent. Mais ça, voilà, ça, il faudra en rediscuter par la suite. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Merci. On est en forte interaction avec le service technique de l'eau et de l'assainissement avec différents services. Camille a fait un gros boulot sur Tigre 7. Elle le présentera à l'occasion, mais on attend que ça soit un peu plus stabilisé et on aura besoin d'autorisation pour présenter. Et puis, elle a beaucoup travaillé aussi sur les données de curage. Et on a discuté avec Clémence Mouillet-Richard, par exemple, sur les traceurs. Elle participait à la réunion sur les traceurs. Mais ça peut être intéressant sur l'aspect aussi technique d'installation des prélèvements, de discuter avec vous. Oui, oui, sans problème, sans problème. Après, Gigi, sur les Jaco, on peut changer le diamètre du tube si besoin est. Ce que je veux dire par là, c'est que les premiers que j'ai fabriqués, c'était vraiment j'ai fait avec des chutes que j'avais. Donc, c'était des tout petits tubes. L'autre chose aussi, c'est qu'ils peuvent être très bien faits en tube transparent. Si tu as besoin de voir un petit peu, si tant est qu'on puisse voir au travers dans les endroits où vous travaillez, n'est-ce pas? Mais si tu as besoin de voir à quelle vitesse ça se remplit, voilà. On est en train d'en fabriquer des transparents, mais pour les mettre dans un bac pour de la simulation analogique. Mais voilà, on peut changer le diamètre du tube, on peut ne pas mettre tous les tamis. Je vais être honnête, le tamis au-delà de 60 mu, il ne sert à rien, tout est colmaté avant, soit par biofilm, soit par les films qui ne se trimballent jamais une par une, mais copinent les unes avec les autres. Donc, il y a un fort effet de colmatage. Voilà. Nous, on a choisi des diamètres qui sont similaires au piège de la bibliographie pour pouvoir comparer l'efficacité de prélèvement. Ce qui ressort là sur le piège couramment utilisé, c'est le Philips. C'est juste un changement de diamètre pour faire une rupture de débit et faire décanter le bazar. C'est que le cortège granulométrique en granulométrie laser, c'est la même chose. Donc, c'est la même représentativité de l'échantillonnage. Par contre, on va collecter sur un événement de crue 10 fois plus de matière. Ce qui est plus intéressant, entre guillemets, pour nous, parce que comme on a besoin de donner de la matière aux machines pour faire des analyses, à un moment donné, il nous faut plein de trucs, quoi. Donc, je ne dirais pas que le seul bénéfice, il est là, mais pour l'instant, en tout cas, il y a au moins ce bénéfice-là, on va dire comme ça. En parlant de tubes transparents, j'espère que tu as un peu de réserve à l'histo parce qu'il se peut qu'on t'en emprunte et qu'on t'en rachète ou qu'on participe. Il y en a des kilomètres à toi, mais que j'ai mis dans l'atelier chez Fred. Mais tu t'inquiètes pas, je tape dedans un petit peu de temps en temps. Hein, mais j'en avais pas le souvenir. Mais si, je sais pas, il y a 20 mètres de tube peut-être, quelque chose comme ça. Donc, pas de souci. Merci. Bon, très bien. Je pense, je vous remercie toutes et tous d'avoir assisté à ce webinaire. Jérémy, je te donne la parole de la fin. Oui, merci. Dans les événements à venir concernant le projet, on a un copil la semaine prochaine, on a un rythme dans le 14, la semaine d'après, je vois les sourcils de Thomas qui froncent. On a un copil donc le 14 et juste avant, le 13 décembre, on fait une autre réunion brainstorming sur les zones que l'on va sélectionner pour l'étude. À la fois les zones dans le cadre de la thèse de Camille, là où on va prélever des sédiments, les zones où on va faire des prélèvements d'eau, les sites où on va faire des prélèvements d'eau avec des zones singulières à drainer,
Donc, si vous, je ne sais pas qui envisage d'être présent, mais voilà, j'espère que ça sera la même qualité que la réunion brainstorming sur les indicateurs. Une excuse sur cette réunion brainstorming sur les indicateurs, il y a eu tellement d'informations, tellement de retours que je mets un peu de temps à faire la synthèse. Sophie, je suis en train de faire la synthèse du retour SPSE et merci pour la contribution. J'espère pouvoir vous livrer un premier document avant les fêtes de fin d'année ou sinon en tout début d'année prochaine. Ça m'embête parce que ça doit participer aussi à notre réflexion sur la sélection des zones d'études. Et puis, en termes d'animation, on aura le 13 janvier, si je ne me trompe pas, un séminaire de Romain Tramois sur sur les macroplastiques. Est-ce que la manière dont on peut raccorder ça au projet Égout. Romain, c'est une recrue inespérée pour le projet. Donc, ça ouvre pas mal de perspectives sur l'aspect macro-déchets, un sujet qui intéresse aussi la ville de Paris. Tu veux que je fasse la clôture du webinaire, Nada? Merci à tous. Et puis, passez de bonnes fêtes, ceux qu'on ne voit pas. Sinon, rendez-vous le 13 décembre. On sera chez Thomas le 13 décembre. Enfin, Thomas, Fabrice, Élodie, Hélène, etc. À bientôt. Merci Anaëlle, encore un grand merci. Merci Anaëlle, merci à tous. Merci, au revoir. De rien. Au revoir. Merci, au revoir.